Bienvenue à Fenêtre sur le Cosmos. Alors, bonjour Claude. Bonjour Marco. Aujourd'hui, pour la troisième émission de notre série, on va parler, si je ne me trompe pas, des télescopes robotisés. Oui, exactement, mais les télescopes robotisés peu dispendieux. OK. C'est un point important, hein? On essaie toujours de minimiser les coûts et mettre ça de plus en plus facile pour que monsieur, madame, tout le monde puisse avoir accès à ces instruments-là. Et maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Bon, ben c'est ça. Ben, on va définir c'est quoi les objectifs. Tu sais, quelqu'un qui commence à faire de la photo, ben il faut pas qu'il se lance là-dedans tête baissée sans se poser quelques questions. Alors, faut justement établir des objectifs. Là, après ça, ben on va regarder ensemble c'était quoi l'état de la technologie d'hier à aujourd'hui. On va regarder ce que c'était il y a 15 ans, même 10 ans, et elle est où maintenant aujourd'hui? Ça a sûrement évolué beaucoup. Ça, oui, ben écoutez, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai découvert ça l'hiver dernier. Tu sais. Ouais. Fait que l'année passée, j'ai pas pu en parler. Mais parce que j'étais pas encore rendu là. Mais là, je suis rendu là, j'ai découvert ça. Je suis tombé en bas de ma chaise. Là. Alors aussi, ben naturellement, il y a toujours une préoccupation au niveau de qualité des systèmes recherchés versus les coûts. Hein, parce que je veux dire, même moi, n'importe qui, là. Toujours important. À part, il y en a quelques-uns que les autres, ils regardent pas ça. Oui. Et après ça, ben, on va regarder c'est quoi les choix qu'on a. OK. Un beau programme. Ouais, on est prêt? Oui. Bon, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif d'habitude? Toi, si je te donne un exemple, ça serait quoi tes objectifs que tu voudrais atteindre là, si tu voulais faire de la photo un peu plus sérieuse? Là? Ben, évidemment, le coût est toujours important. Je pense que oui. C'est ça. La facilité au niveau de la manipulation. Ben oui. On peut dire que plus c'est facile, plus on va avancer. Plus pour nous, c'est facile de prendre des bonnes photos. Plus c'est intéressant. Évidemment, on veut prendre des belles photos. Hein. On veut que le résultat soit bien. On veut que... Puis tu nous en as montré dans des émissions précédentes, puis on voudrait arriver au même résultat. Ben c'est ça. Ben écoute, je pense que tu as bien suivi toutes les recommandations qu'on a faites déjà à date. Alors ça va bien de ce côté-là, hein. Et on espère justement que les gens qui nous écoutent, ben eux autres aussi, ils vont faire le même constat que toi, tu sais, que s'ils veulent aller plus loin, ben voici ce qu'on veut là. Alors l'état de la technologie d'hier à aujourd'hui. Alors si on regarde il y a 10 ans pour un débutant. Bon, les systèmes de mise en station, je te dirais, là, s'il fallait montrer ici, là, en salle, comment pointer sur l'étoile polaire, je te dirais qu'il y en a peut-être qui seraient découragés. Parce que c'est pas évident. Mais ça, il y a 10 ans, c'était pas évident. Les caméras spécialisées étaient très dispendieuses, hein. Alors, quand je parle des caméras dédiées à l'astronomie, ce sont ce qu'on appelle des CCD ou des CMOS. Alors, dans les caméras, si on regarde la caméra ici, qui est une caméra dédiée strictement pour l'astronomie, eh bien, ça, c'est un CMOS qu'il y a dedans. Et la caméra Canon qu'on a vue antérieurement dans nos émissions, c'était aussi un CMOS. Okay. CCD, ben ça, c'est délaissé un petit peu. C'était la crème, ça, avant, là, les capteurs CCD. Après ça, ben c'est sûr que le suivi pour compenser le mouvement de la Terre, eh bien, ça, c'était quand même assez dispendieux. Moi, ma dernière monture que j'avais achetée valait 6 000 $. Hey. Mais c'était une excellente monture. Et j'avais des résultats excellents. C'était imbattable, là. Aussi, le centrage des objets, c'était laborieux. Ça exigeait une mise en station ultra précise. Et tout ça demandait plusieurs minutes. Parce que quand tu fais ta mise en station sur l'étoile polaire, après ça, il faut que tu fasses ta mise en station pour montrer à ta monture où tu es sur la Terre et de quelle façon que tu vas se repérer pour trouver les étoiles. Alors ça, tu le sais, tu l'as fait, hein? C'est quand même assez laborieux. Oui. Oh, alors, ça, tu sais, c'est long, puis tu sais, c'est quelqu'un qui a pas quelqu'un pour l'aider la première fois, là, c'est ça, il trouve ça tannant. Et naturellement, tu avais besoin d'un portable ou d'un ordinateur, ça aurait été pire, là, mais normalement un petit portable, là, ça faisait bien le travail. Et à cause de ça, ben tu avais besoin de courant. Soit tu avais besoin d'une grosse batterie, ou que si tu étais proche d'une source de courant électrique, là, ben là, c'est ça, tu avais besoin de ça.
Alors, on voit que c'était quand même quelque chose qui n'était pas évident, mais je veux dire, c'était faisable. Là, je l'ai fait pendant de nombreuses années, puis j'en connais beaucoup qui l'ont fait, et on passe à travers de ça à un moment donné, mais c'est parce que pour le nouveau, c'était épeurant un peu. Donc, on peut, en résumé, ça veut dire que la technologie nous facilite beaucoup la tâche en termes de coûts, en termes de manipulation. Pour un débutant, c'est beaucoup plus accessible. C'est ça, c'est ce qu'on va voir là. C'est la technologie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous amène de différent? Alors, de un, comme tu viens de le dire, les systèmes sont plus performants et surtout plus petits. Portable est remplacé par un cellulaire ou une tablette. Alors, tu n'as plus besoin d'avoir un portable là, qui demande une prise électrique ou une grosse batterie. Ouais. Tu sais, bon. Le pointage, qui était quelque chose de quand même assez complexe, assez difficile à atteindre, à moins d'acheter une grosse monture comme la mienne. Mais ma monture, elle pesait au-dessus de 60 livres. Tu sais, c'est pas négligé, ouais. Tu peux pas porter ça dans le bois. Là. Tu sais, tu installes ça dans un endroit fixe, puis tu touches plus à ça. Puis toute la mise en station, puis tout ça, tu fais ça une fois, puis après ça, tu essaies de plus y toucher, parce que bon, c'est compliqué. Alors, le pointage, maintenant, avec les nouveaux systèmes qu'on va voir ensemble, ça se fait tout seul. C'est l'ordinateur qui repère les étoiles dans le ciel. Il prend une photo, il repère, puis il découvre où il est. Puis là, il se dit « Ah, OK, je suis pas encore rendu à l'objet que tu m'as demandé. » Alors, il va se redéplacer. Et jusqu'à ce qu'il arrive à la précision voulue, il va refaire une photo et il va se redéplacer pour se centrer parfaitement comme tu veux. Alors ça, écoute, moi, quand j'ai découvert ça... Là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est merveilleux, là. Pour un débutant comme moi, là, qui connaît pas son ciel par cœur, là, moi, là, c'est merveilleux. Parce que tu le sais, on a des discussions régulièrement sur Messenger avec les membres du club, puis la grosse difficulté, c'est de se repérer dans le ciel. Ah oui. Mais avec ça, ça se fait tout seul. Alors, plus besoin de mise en station, juste un alignement polaire qui est fait en 5 minutes. Autrement dit, tu fais ton alignement polaire, puis en plus, l'alignement polaire, l'outil qu'on va voir ensemble te facilite le travail. Il va prendre contrôle du télescope et il va pratiquement tout faire par lui-même. Alors ça, c'est... Puis après ça, tu n'es pas obligé de faire ta mise en station sur 3 étoiles dans le ciel pour qu'ils comprennent vraiment où il est sur Terre puis où sont les étoiles puis les planètes. Alors, parce que lui, il fait une photo. Il n'est plus obligé d'être précis dans le ciel. Le guidage, ça peut guider tout seul. Avec un appareil, on va le voir. Planétarium intégré. Alors, dans l'application que tu vas travailler avec ton cellulaire, on va le voir, il y a un planétarium avec tous les objets que tu peux aller voir. Possibilité de se créer des plans pour la soirée. Alors, ce que je veux entendre dire par là, c'est qu'un plan, c'est que tu décides ce soir que tu veux photographier 2, 3 ou 4 objets pendant 1 heure ou 2 heures chacun, et lui, il va exécuter ton plan. OK. Toute la nuit. Toi, t'es couché, là, t'es rendu, t'es dans un party quelque part, t'es au cinéma. Elle fonctionne toute seule. Et ça marche seul. OK. Alors ça, écoute, est-ce que tu peux demander mieux que ça, là? La vaste nébuleuse IC 434, ou la tête de cheval, se situe dans la constellation d'Orion, tout près de la ceinture du Géant, plus grand chasseur de mammifères que la Terre a porté, en tout cas selon la mythologie grecque. Grande nébuleuse en émission, qui fait 2 fois le diamètre de la pleine Lune, qui contient la célèbre nébuleuse obscure de la tête de cheval. La nébuleuse, uniquement visible en photographie, se trouve juste au sud d'Alnitak, un de ces 3 rois faisant la ceinture du chasseur. Elle est facilement reconnaissable par la forme en tête de cheval qui lui a donné son nom et qui se découpe dans la nébuleuse. En effet, derrière la nébuleuse se trouve de l'hydrogène qui, ionisé par l'étoile brillante proche Sigma Orionis, donne une couleur rouge. Voici l'image que j'ai capturée dans la nuit du 6 décembre. On aperçoit bien toute la splendeur et l'étendue de l'hydrogène dans la nébuleuse. Que dire de la tête de cheval?
cette nébuleuse dite obscure qui absorbe la lumière venant de l'arrière et nous fait voir une tête de cheval. L'obscurité de la tête est causée par la présence de nuages de gaz dense et de poussière. Cette dernière absorbe fortement le rayonnement visible émis par le gaz ionisé d'arrière-plan. À la base de la tête, on trouve de jeunes étoiles en cours de formation. Alors, quoi de mieux qu'une belle visite au planétarium pour admirer de près ces belles images du ciel profond prises ici même par nous à Saint-Félicien. Alors, un des systèmes sur le marché qui est excessivement populaire, c'est le petit bidule rouge qu'on voit ici avec une antenne, et ça s'appelle l'Asière. Alors ça, c'est un petit module qui vient de la Chine. Alors, c'est peu dispendieux et relativement performant. Ça peut coûter entre 300 à 450 $. Quand même. Et c'est un système qui est fiable. Okay. Et à date, je trouve qu'il y a un bon service de la compagnie. Point négatif, c'est que la compagnie veut que tu prennes leur périphérique. Autrement dit, ce qu'on voit à l'écran, tu vois la caméra qui est ici, c'est marqué ZWO, il ne prend que des ZWO comme caméra. Alors ça, c'est le premier système qu'on va regarder. Mais il y en a un autre que j'ai trouvé sur le marché, qui a ses points forts et ses points faibles, et ça s'appelle StellarMate. Alors, StellarMate, on peut le voir justement ici. Alors, c'est quoi ça? C'est un ordinateur, comme l'Asière, mais en fait, c'est un Raspberry Pi. Et le Raspberry Pi, qu'on peut voir ici, justement, on peut le voir, hein? Ben oui. Alors, des Raspberry Pi, c'est très populaire. On peut en trouver facilement sur le marché à des prix excessivement abordables, aux alentours de 150 $. Alors, de un, c'est peu dispendieux, c'est moins cher que l'Asière. Le coût, le logiciel a coûté environ 70, plus, mettons, le Raspberry Pi 4, qui lui coûte une centaine de dollars et plus, donc en tout et partout environ 200 $. Alors, lui, ce qu'il y a de particulier, c'est que ce système-là, j'ai découvert sur Internet que ça pouvait fonctionner avec une monture comme celle qu'on voit ici, qui est une monture azimutale. OK. Alors, ce que j'entends par azimutal, peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est que un système azimutal, lui, il peut pas compenser pour le mouvement des étoiles en juste un mouvement. Comme on l'a vu, le Move, Shoot, Move était capable. Oui, le Move, Shoot, Move, il tourne juste dans un axe parce qu'on l'a aligné sur l'étoile polaire. Lui, on n'est pas obligé de l'aligner sur l'étoile polaire. Par contre, quand il va se déplacer, il se déplace comme ça, comme en escalier. En escalier, OK. Mais il va suivre parfaitement l'objet. OK. Puis lui, le StellarMate, il est compatible avec tout ce qu'il y a sur le marché. Alors, c'est un gros avantage, tu sais. Et aussi, il y a un logiciel de planétarium qui s'appelle le K-Stars, sur lequel tu peux le connecter. Et à partir de K-Stars, tu peux tout régler, les paramètres pour les objets, la durée de photo, à quelle heure tu veux commencer, ainsi de suite. Alors, ça fait à peu près tout. Le seul point négatif que j'ai eu à utiliser le StellarMate, c'était son interface sur son cellulaire ou la tablette. J'y donne une note de 2 sur 5. Il est compliqué? Il est un peu compliqué, mais surtout, il n'est pas réactif. Okay. Souvent, tu pèses pour enclencher une opération, puis il fait rien. Puis tout d'un coup, 10 secondes après, ça part. C'est pas pratique, là. Alors, conclusion, l'Asière, ses points forts, c'est un coût abordable, mais plus dispendieux que le StellarMate. L'interface est excessivement conviviale. Moi, j'ai adoré l'interface de lui. Par contre, de l'Asière. Par contre, les points négatifs, comme je disais, il est moins flexible que StellarMate, parce que StellarMate, c'est fait pour un observatoire quasiment professionnel. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui s'installe, là, il peut contrôler son dôme, il peut tout faire avec ça. Il peut ouvrir, fermer son dôme, partir son télescope à distance, il fait tout.
comme un observatoire Il professionnel. peut contrôler plusieurs paramètres. Il contrôle tous les paramètres. Okay. Il peut même avoir une station météo qui va fermer le dôme parce qu'il y a des nuages qui sont rentrés. Il est très complet. C'est très, très, très complet. OK. Mais par contre, le StellarMate ne fonctionne pas en azimutal. Aujourd'hui, nous verrons dans la salle des découvertes qu'est-ce qu'une météorite et comment l'identifier. Régulièrement, des gens nous téléphonent ou viennent nous voir au planétarium pour savoir si la roche qu'ils ont trouvée est une météorite. Malheureusement, je n'ai pu confirmer aucune à venir jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, voyons la définition d'une météorite. Une météorite est un objet solide d'origine extraterrestre qui, en traversant l'atmosphère terrestre, n'a pas perdu toute sa masse et qui en a atteint la surface solide sans y être entièrement volatilisé lors de l'impact avec cette surface. Pour aider nos visiteurs à identifier eux-mêmes ce qu'est une météorite, nous avons donc conçu un petit jeu que les gens adorent et qui consiste à trouver laquelle des 12 roches dans la boîte est une météorite. À les regarder, vous trouverez probablement que plusieurs de ces roches sont de bonnes candidates. Et vous avez raison. Nous les avons choisis en fonction des principaux critères. Pour bien identifier si une roche est une météorite, voici les 3 critères que nous utilisons et qui sont accessibles à tous, soit la couleur, la texture de la surface, si un aimant colle dessus, et finalement, le dernier critère, un peu plus difficile à déterminer, est la densité. Quoi de mieux qu'une démonstration pour expliquer un phénomène aussi simple et complexe que d'identifier une météorite. Donc, c'est ça. On va voir le système avec StellarMate, robotisé, maison. Alors, on a besoin de quoi pour faire ça? Eh bien, on a besoin, au départ, d'un trépied robuste. Alors, ici, on peut voir, hein, on a un bon trépied. Encore ici, je répète, il n'est pas haut et on n'a pas avantage à le mettre haut. Je remarque que celui-là, il y a un niveau. Oui, et ça, c'est important aussi, hein, qu'il y ait un bon niveau après pour être capable de le mettre comme il faut, pour qu'il se parte comme il faut. Alors, la monture azimutale qui est ici, c'est une AZ GTI de Skywatcher. OK? Et la caméra, eh bien, on a le choix de 2 choses. Alors ici, on voit ma lentille, mon zoom de 18 à 250 mm, plutôt de 55 mm à 250. Et ici, j'ai mis la caméra ZWO, mais j'aurais pu mettre mon Canon qu'on a vu dans les autres émissions. Okay. Et ça aurait fait pareil. On va utiliser le StellarMate parce que ça, OK, ce que j'ai pas dit, c'est que cette monture-là, elle est Wi-Fi. OK. Tu vas voir, il n'y a pas de fil entre le StellarMate et ça. OK. Le fil, c'est le Wi-Fi. Alors, regardons maintenant l'interface qu'on a sur notre cellulaire ou sur une tablette. Alors, l'interface qu'on a ici, bon, j'expliquerai pas tous les détails, mais on peut voir qu'on peut planifier une soirée à partir de ces 2 onglets-là, les 2 onglets à gauche, hein. OK. Et ensuite, si je saute le 3e, je m'en vais au 4e, eh bien là, ça, c'est la caméra. Alors ça va, c'est là que tu vas paramétrer la caméra pour qu'elle prenne les photos que tu veux avoir. Et juste à côté, eh bien, après ça, tu as comme une petite loupe. Alors ça, c'est pour trouver tes objets. Hein? Alors tu peux cliquer là-dessus, puis ça va t'aider à les trouver. Ensuite, tu as le trépied ici. Alors le trépied, lui, c'est la monture. Et c'est avec ça que tu vas contrôler ta monture. Et juste l'autre à côté, l'espèce de petit bullseye, là, les cercles concentriques, ouais. Ben ça, c'est quand tu veux pointer sur ton objet. Quand tu veux, parce que là, tu peux le trouver, ton objet, avec la loupe, mais avec le bullseye, lui, ça va te permettre d'y aller et de centrer l'objet parfaitement au centre de ta caméra. Mais Claude, si je comprends bien, si je veux faire le parallèle aussi avec ce qu'on a vu dans les émissions précédentes par rapport au Move Shot. Move Shoot Move. Move Shoot Move, ouais. C'est la question du guidage, dans le fond, là, par rapport à un système comme ça qui est...
Oui, peut-être même un petit peu plus, mais le guidage, c'est sûr que c'est un point important. Mais l'interface comprend un planétarium. Fait que tu peux décider quels objets directement à partir de l'application que tu as sur ton cellulaire. Après ça, le télescope va trouver lui-même, le pointage, là. Il va se trouver lui-même l'objet dans le ciel, ce qui est vraiment pas... Ce qu'on n'avait pas avec l'autre système. C'est ça. Puis comme je dis, c'est quasiment de la magie, ça. Là. Ah oui, C'est fou. Ça m'intéresse, ces choses-là, moi. Ben oui. Que... Aussi, puis ça, je suis en train de l'oublier, mais tu peux même voir en temps réel l'image qui se construit à l'écran. Ah. Autrement dit, tu regardes ton cellulaire, puis à chaque fois qu'il va prendre une photo, il va l'additionner. Tu te rappelles, dans les autres émissions, l'empilement, là, que tu on parlait d'empilage. Il le fait. Il le fait en direct, en temps réel. OK. Alors, chaque fois qu'il empile une image par-dessus l'autre, tu vois l'image qui s'embellit, la couleur ressort plus, elle devient de plus en plus brillante, et le détail est de mieux en mieux. Alors, écoute, qu'est-ce que tu veux de mieux? Là? Ah, il travaille pour toi. Ben oui, il travaille pour toi. Ouais. Surtout, nous, ici, dans un club d'astronomie, quand on fait une soirée avec des gens qui sont venus, qui sont intéressés à regarder dans les télescopes, eh bien, si on peut leur offrir de voir l'objet en plus, sur un cellulaire, un objet en temps réel. Oui. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. Et à la fin de la session, quand mettons que tu as tout photographié ce que tu avais prévu dans ton plan, puis là, tu arrives à la fin de la nuit, eh bien, lui, le télescope, on dit qu'il va se parquer. Il va se stationner à sa position de départ et il va tout fermer. Il va fermer le Stellarmate, il va tout arrêter toutes ses actions qu'il avait entreprises. Il va faire ça comme un grand. Comme un grand, puis il va t'attendre pour que tu puisses transférer les images dans ton ordinateur et les travailler pour faire quelque chose, pour aller chercher le maximum de ton image. Donc, si on veut peaufiner encore nos photos, il y a moyen d'aller rechercher les photos. Oui, exactement. Et donc, tu peux nous présenter, Claude, quelques photos qui ont été prises avec ces mécanismes? Ben oui, je pense qu'on est rendu là. Oui. Ça serait le temps. Voilà. Alors ici, on voit quand même la galaxie d'Andromède. Alors, vous voyez qu'on reprend toujours à peu près les mêmes objets parce que ça nous permet de se comparer avec ce qu'on a pris avec les autres systèmes. Alors, encore ici, les Pléiades. Alors, ici, c'est très petit, hein? Ça, on l'a pas fait encore, mais je voulais quand même le montrer. C'est la nébuleuse annulaire de la Lyre. Mais on voit la couleur. On la discerne un peu, oui. On voit quand même qu'il y a un peu de couleur. Mais c'est pas avec le système qu'on a ici, c'est pas un objet idéal pour photographier ça. OK. C'est trop petit. OK. Alors, ici, par contre, on l'a vu dans une autre émission, la nébuleuse d'Amérique du Nord. Oui. Et on voit très bien que la région d'Amérique du Nord ressort beaucoup avec l'hydrogène qui est rosé, rouge, là, et blanchâtre un peu. Et juste de l'autre côté de la nébuleuse de l'Amérique du Nord, à sa droite, on voit le Pélican. Alors ici encore, eh bien, c'est ça, c'est la grande nébuleuse d'Orion, avec en haut, c'est ça, la tête de cheval. Et voilà, écoute, c'est pas mal les photos. On voit que au niveau de la qualité des photos, c'est très semblable à ce qu'on a fait à date, tu sais, avec le Move Shoot Move. Parce que dans le fond, c'est le même système, c'est la même caméra, et ça peut être ça, et comme ça peut être la Canon. Donc, tu sais, ça arrive pratiquement au même, là. Et c'est que là, mais par contre, on a robotisé notre système. C'est la grande différence. C'est pas nécessairement sur la qualité des images, mais on l'a robotisé, et en plus, on l'a rendu pratique, parce que si tu fais une soirée d'astronomie, tu peux montrer en temps réel aux gens qui sont sur place à quoi ressemble cet objet-là en couleur. C'est une bonne différence. Ah ben oui. Puis comme tu dis aussi, on peut laisser aller l'appareil, puis du moment qu'il n'y a pas de nuages dans la nuit... On peut faire d'autres choses. On peut faire d'autres choses, exactement. Il n'y a pas de problème. Alors, ça termine notre émission. Ben oui. Donc, encore une fois, moi, j'ai été bien épaté. La technologie, évidemment, je trouve ça intéressant, surtout pour des astronomes amateurs. Ben oui. Pour faire l'astrophotographie. Alors, merci tout le monde de nous avoir écoutés et à la prochaine.
Les sursauts de rayons gamma, en anglais Gamma Ray Burst, abrégé en GRB, comptent parmi les plus fortes explosions depuis le Big Bang et les astronomes viennent de détecter le plus puissant. Un faisceau de haute énergie jusqu'à 18 fois plus puissant que le précédent record a balayé la Terre le 9 octobre 2022, bien que l'explosion elle-même se soit produite il y a 1,9 milliard d'années. Il provenait de la direction de la constellation de la Flèche et a été visible par les télescopes pendant plus de 10 heures, ce qui en fait l'un des plus longs GRB détectés. Le télescope Fermi a capté les données, détectant des photons de plus de 100 millions d'électronvolts. En comparaison, les photons de la lumière visible ont une énergie d'environ 2 électronvolts. Bien que l'on ne sache pas encore exactement ce qui a provoqué le GRB 221009A, le principal suspect est une étoile massive s'effondrant dans un trou noir à la fin de sa vie. Ce processus éjecte de puissants jets de particules dans l'espace, émettant au passage des rayons X et gamma. Il convient de noter que malgré son intensité et sa proximité, ce GRB est inoffensif pour la Terre. On pense que si l'un d'entre eux explosait dans notre propre Voie lactée et que son faisceau se trouvait directement dirigé vers la Terre, il pourrait provoquer une extinction massive. Heureusement, les sursauts gamma sont considérés comme des événements relativement rares puisqu'il n'y en a que quelques-uns par galaxie et par millions d'années et qu'un pourcentage encore plus faible d'entre eux se déclencherait dans la direction exacte de la Terre.